C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'accord de la justice française pour remettre Félicien Kabuga à un tribunal de l'ONU. Les avocats du Rwandais accusés de génocide ont saisi la Cour de cassation pour contester son transfert vers l'A Haye ou Arusha. Nous serons en direct avec maître Richard Gisagara, avocat de la Rwanda Community Association of Friends. Nous ferons également une escale en Afrique du Sud. Nous irons à la rencontre de soignants. Ce sont souvent les mêmes qui étaient au front pour lutter contre le VIH, qui sont sur le terrain aujourd'hui pour se battre contre le Covid-19. Enfin, nous irons en République démocratique du Congo. Dans ce journal, vous verrez que les religieux n'ont pas renoncé à transmettre la bonne parole. Réseaux sociaux, radios communautaires, certains pasteurs sont même allés à la rencontre de leurs fidèles. Reportage de nos correspondants à suivre dans ce journal. L'ensemble des exigences légales pour permettre l'arrestation et le transfert de Félicien Kabuga sont réunies. C'est en ces termes que la Cour d'appel de Paris a ordonné ce mercredi le transfèrement de celui qui est considéré comme le financier du génocide des Tutsis au Rwanda à la CPI, au tribunal d'Arusha. Ses avocats ont décidé de se pourvoir en cassation. Écoutez. Nous allons faire un pourvoi en cassation sur les deux décisions qui ont été rendues. Il veut être jugé en France pour deux raisons. Son état de santé, qui nous estimons qu'aujourd'hui, un transfert à Arusha, y compris les conditions de détention à Arusha, ne lui permettraient pas de survivre. Et du coup, qu'il y ait un procès au bout du bout, tant pour les victimes que pour lui, nous estimons que la question de la France réserverait, si les tribunaux français s'en saisissaient, des conditions d'impartialité qui seraient, à mon avis, plus satisfaisantes. Nous sommes avec Richard Gisagara, avocat de la Rwanda Community Association of Friends. Merci d'être avec nous. Cette décision de justice est une première victoire pour les victimes. C'est une grande victoire, effectivement. Nous sommes très satisfaits de la décision qui a été rendue aujourd'hui, et puisque la Cour a très bien motivé sa décision, il a décidé le transfèrement donc de Kabuga vers le MTPI et nous espérons avoir justice dans les jours qui viennent. Alors justement, les avocats de Félicien Kabuga vont se pourvoir en cassation, on l'a entendu. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que cela va encore prendre du temps? J'espère pas parce que en cas de pourvoi en cassation, la Cour de cassation a 2 mois pour rendre sa décision. Et donc, je pense que ces 2 mois-là ne vont pas être dépassés. Et une fois que la décision sera rendue, la décision définitive de la Cour de cassation, qui, j'espère, sera une décision de confirmation de la décision rendue aujourd'hui par la Chambre de l'instruction, après, le transfèrement peut être rapide. Alors parmi les arguments des avocats de Félicien Kabuga, son âge évidemment et la crise sanitaire qui rend le transfèrement compliqué et dangereux pour leurs clients. Comment jugez-vous ces arguments? Non, moi je pense que ce sont des moyens dilatoires parce que la justice internationale a des standards. Vous savez, la justice internationale, c'est une des vitrines de la justice au monde. Donc nous dire que le fait de transférer Kabuga, que ce soit à Arusha ou à l'A Haye, c'est que ça puisse être un frein ou ça puisse être un problème pour le respect de ses droits. Pour moi, c'est un argument que la Cour devrait rejeter sans s'y attarder, puisque la justice internationale, le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux est un mécanisme qui respecte les standards internationaux. Donc, il n'y a pas, en tout cas pour moi, l'argument qui consiste à critiquer les conditions dans lesquelles il va être traité, les conditions, son état de santé, les soins et la façon dont il va être jugé. Pour ma part, c'est vraiment des arguments qui ne tiennent pas, bon, je ne dirais pas qu'ils ne tiennent pas la route, par respect à mes confrères qui sont les avocats de Kabuga, mais pour moi, ce sont des arguments que la Cour a écartés à bon escient, donc a écartés sans s'y attarder. Pour moi, c'est des arguments qui ne sont pas fondés. Alors justement, Félicien Kabuga avait demandé à être jugé en France. Est-ce que vous considérez que c'est possible et souhaitable? Non, pour moi, je dirais, non, c'est juste un moyen dilatoire parce que Kabuga sait parfaitement, et sa défense, ils savent parfaitement qu'il n'y a pas aujourd'hui de procédure en France qui le concerne. La seule juridiction qui le cherche aujourd'hui, c'est le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux. Donc la justice française n'a pas émis de mandat d'arrêt en ce qui le concerne. Il n'y a pas de dossier qui soit ouvert pour lui. Donc le fait de demander d'être jugé en France, pour moi, c'était juste un moyen dilatoire
pour pouvoir échapper au mandat d'arrêt qui avait été mis à son encontre. Donc, pour ma part, c'était vraiment un argument qui consistait tout simplement à gagner du temps. Merci beaucoup, Maître Richard Gisagara, d'avoir répondu à nos questions sur cette affaire Félicien Kabuga. Merci infiniment. La pandémie du Covid-19 n'a pas empêché des dizaines de manifestants de défiler dans les rues de Khartoum, au Soudan. Un défilé pour commémorer le premier anniversaire de la dispersion sanglante d'un sit-in et rendre hommage aux dizaines de victimes. Leurs familles étaient présentes pour réclamer une enquête internationale. On part à présent au Cap, en Afrique du Sud, cette ville très touchée par l'épidémie du Covid-19. Vous allez le voir que les soignants qui avaient lutté contre le VIH sont désormais au front contre le coronavirus. Il ne s'agit pas que de soins ou de prévention. Ils se battent aussi contre la stigmatisation des malades. Nicolas Germain. Kayelitcha est le plus grand township de la ville du Cap. Aujourd'hui, il compte un grand nombre de cas de coronavirus. Il y a quelques années, c'était surtout le sida qui faisait des ravages ici. Et parmi les soignants qui luttaient contre le VIH, beaucoup sont de retour aujourd'hui pour faire face au Covid-19. Comme à l'époque, ils font du porte-à-porte pour sensibiliser les habitants. With the HIV, there was a lot of stigma with HIV. The way you could get the transmission because it's through having sex, you know, with a person that is HIV positive. And then the people in the township were thinking that, firstly, they started by thinking it's a gay disease and it's a white man disease. L'ONG Médecins sans frontières a ouvert un hôpital d'urgence dans le township. Certains soignants étaient déjà ici il y a 20 ans et la situation actuelle est bien différente selon eux. The attitudes in that time regarding HIV were completely different. They were different because people didn't know about the disease. Strange disease, it was not documented like COVID has been nowadays. Everybody, you know, with the media, everybody is aware of what it is. Ce médecin ajoute que le gouvernement, cette fois-ci, a pris de nombreuses mesures pour lutter contre le coronavirus. L'ancien président Thabo Mbeki, lui, au début du XXIe siècle, ne croyait pas qu'on pouvait traiter le sida grâce à des médicaments. Contre l'avis de la majorité des scientifiques, il affirmait que le sida n'était pas causé par un virus, mais par la pauvreté et la malnutrition. D'après des chercheurs de l'université d'Harvard, s'il avait changé de politique, 300 000 vies auraient pu être sauvées en Afrique du Sud. Nous n'avons pas de problème avec l'OMS, nous avons un problème avec la représentante de l'OMS à Malabo. Déclaration du Premier ministre équato-guinéen. La Guinée équatoriale a exigé le départ de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé. Elle est accusée d'avoir falsifié des données et gonflé le bilan des cas de Covid-19 dans le pays. Réouverture des lieux de culte au Nigeria. Églises et mosquées peuvent désormais accueillir des fidèles à condition de respecter des mesures barrières comme le port du masque et la distanciation sociale. Ce lundi, le pays enregistrait un peu plus de 10 000 cas confirmés de Covid-19, dont 287 décès. Ces chiffres sont pour beaucoup d'observateurs sous-estimés en raison du faible nombre de tests réalisés. En République démocratique du Congo, si les fidèles ne peuvent pas aller à l'église, c'est l'église qui va vers les fidèles. Depuis la fermeture des lieux de culte en raison de la pandémie de Covid-19, WhatsApp ou Facebook, tous les moyens sont bons pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Certains à Goma, dans l'est du pays, prêchent même dans leur voiture. Reportage signé Clément Bonnereau et Juliette Dubois. Dans les rues de Goma, c'est désormais l'église qui vient aux croyants. Depuis la fermeture des lieux de culte il y a 2 mois, le pasteur Jean-Daniel fait le tour des quartiers tous les dimanches, Bible et microphone à la main, pour le plus grand bonheur de ses fidèles. Les églises sont privées de célébrations et d'offrandes, mais ce qui inquiète le pasteur, c'est surtout de ne plus pouvoir prêcher la parole divine. Les âmes doivent être ramenées à Christ. C'est ça le manque à gagner. Donc, comme les églises sont fermées, on ne prêche pas partout, mais nous nous confions à Dieu, nous prions pour que les gens puissent avoir un esprit de réveil. À 2000 km de là, dans la région de Kinshasa, le père Jean-Marie a lui aussi vu son quotidien bouleversé par la pandémie. Tous les jours, il officie la messe seul dans sa petite église.
Mais pour maintenir le lien avec sa paroisse, il partage ses homélies sur WhatsApp et Facebook avec plus de 1500 fidèles. L'Église doit utiliser tous les moyens à sa disponibilité pour propager l'Évangile. Les prêtres qui sont aussi dans les réseaux sociaux, qui savent utiliser les réseaux sociaux, ils ouvrent un chemin de plus sur le plan pastoral. Faute de pouvoir se rencontrer, certains fidèles choisissent les ondes de Radio Maria. L'émission Paix du Christ donne la parole aux auditeurs. Ils sont nombreux à partager leurs craintes pendant la pandémie. Maman, en tout cas, maman, je ne cesserai de le dire, je t'aime. Les auditeurs cherchent un peu de réconfort, cherchent une parole qui peut les toucher en cette pandémie pour qu'ils vivent l'espérance. Alors cette parole, nous leur adressons à travers les messes, à travers les émissions. En RDC, les appels se multiplient pour ouvrir les lieux de culte, en particulier dans les provinces épargnées par la pandémie. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.